Mickey, En l'hiver de 1874, 17 personnes trouvèrent la mort dans ce que le gouvernement territorial du Colorado enregistra officiellement comme des accidents miniers dans la colonie reculée de Copper Ridge. Mais la vérité, enfouie dans des archives territoriales oubliées et murmurée dans les témoignages des survivants réfugiés à Denver, raconte une histoire bien plus troublante. Ce n'étaient pas des accidents. C'étaient des meurtres, orchestrés par une conspiration si tordue qu'elle impliquait une tromperie délibérée sur le lien le plus sacré entre les êtres humains, la famille elle-même. Les décès commencèrent exactement 3 semaines après que Martha Kellerman eut découvert que l'homme auquel elle était mariée depuis 2 ans, le père de sa fille en bas âge, n'était pas celui qu'il prétendait être. Avant de poursuivre le récit de Copper Ridge et du secret terrifiant qui déchira cette communauté minière, l'enquête qui suivit la découverte de Martha mit au jour un tissu de mensonges s'étendant sur plus d'une décennie, révélant comment le désespoir et l'isolement pouvaient pousser des gens ordinaires à commettre des actes indicibles au nom de la survie. Copper Ridge se dressait telle une cicatrice sur le versant oriental des Rocheuses du Colorado, à plus de 3350 mètres d'altitude et à près de 70 km de la colonie la plus proche. En 1872, lorsque le prospecteur Samuel Brennan découvrit les premiers filons de cuivre dans la région, l'endroit parut béni par la fortune. En l'espace de 8 mois, près de 200 âmes entreprirent le périlleux voyage par les sentiers de montagne, attirés par les promesses d'une richesse qui semblait jaillir de la roche elle-même. La ville qui naquit de cette ruée était à la fois un témoignage de la détermination humaine et de son désespoir. Des bâtisses de bois s'accrochaient au flanc de la montagne comme des bernacles à la coque d'un navire, reliées entre elles par de minces passerelles grinçantes sous le poids des hommes portant outils et provisions. La rue principale, si l'on pouvait l'appeler ainsi, se composait du Copper Crown Saloon, de l'épicerie générale de Hendrick, d'une église de fortune qui servait également d'école, et du bureau d'essai où les mineurs apportaient chaque jour leurs espoirs à peser et à mesurer. Mais Copper Ridge souffrait du même mal qui rongeait d'innombrables colonies minières du territoire du Colorado, une pénurie criante de femmes. Sur les quelques 200 habitants, moins de 30 étaient de sexe féminin, et la plupart étaient soit trop jeunes, soit trop âgées pour être considérées comme de potentielles épouses. Ce déséquilibre engendrait une tension sociale latente qui se manifestait aussi bien par des bagarres éclatants pour de simples affronts que par des hommes prêts à payer des sommes exorbitantes pour avoir le privilège de danser avec une femme lors des rassemblements mensuels. L'isolement était total durant les mois d'hiver. La neige pouvait tomber dès septembre et persister jusqu'en mai, coupant la colonie du monde extérieur pendant des semaines entières. Durant ces périodes, la population se repliait sur elle-même, inventant ses propres structures sociales, ses propres règles et, comme nous allons le voir, ses propres démons. Mickey, Comme les événements allaient bientôt le prouver, les habitants inventaient leurs propres solutions, tordues, à des problèmes qu'une société civilisée n'aurait jamais tolérés. Parmi eux se trouvait Martha Kellerman, née Martha Sinclair, arrivée durant l'été 1872 dans un convoi de chariots qui comptait 3 autres jeunes femmes célibataires. Martha avait 22 ans, une chevelure au beurre et des yeux verts où l'on lisait une intelligence vive et une détermination qui impressionnaient même les mineurs les plus endurcis. Elle était venue de l'Illinois après la mort de ses parents dans un incendie domestique, n'emportant qu'un petit héritage et une conviction inébranlable que la frontière offrait aux femmes des opportunités refusées dans les communautés plus établies. En moins de 3 mois, Martha reçut pas moins de 14 demandes en mariage. Elle les refusa toutes, préférant s'imposer comme l'institutrice officieuse du camp et s'installer dans une petite cabane derrière l'église. Son indépendance était à la fois admirée et jalousée par les hommes, qui la voyaient davantage comme un prix à remporter qu'une personne digne de respect. C'est en novembre 1872 qu'elle fit la rencontre de Thomas Kellerman, un homme réservé d'une vingtaine d'années qui travaillait des concessions sur la Northern Ridge. Contrairement aux autres mineurs, Thomas aborda Martha avec respect plutôt qu'avec désespoir. Il lui parlait de livres, du monde au-delà des montagnes, de rêves qui allaient bien plus loin que celui de faire fortune avant de rentrer à l'Est. Jamais il ne pressa sa cour, jamais il n'exigea son attention, il se contentait d'être présent pour la conversation chaque fois qu'elle semblait disposée à parler. Thomas affirmait venir de Pennsylvanie, orphelin élevé par un oncle décédé lorsqu'il atteignit sa majorité. Il parlait avec un léger accent que Martha ne parvenait pas à identifier, mais qu'elle mit sur le compte de son éducation en Pennsylvanie. Ses manières avaient quelque chose de familier. La façon dont il penchait la tête pour écouter, ce rire particulier qui n'apparaissait que lorsqu'il était réellement amusé. Martha attribua ces impressions à l'intimité trompeuse que pouvaient créer les communautés isolées.
Leur cours dura tout l'hiver, faite de moments volés entre les cours de Martha et le travail de Thomas dans les mines. Il se révéla intelligent et cultivé, capable de discuter de littérature et de philosophie avec une profondeur qui surprit Martha, tant son extérieur rude et ses mains calleuses semblaient en contradiction. Plus encore, il la traitait en égal, recherchant son avis aussi bien sur des sujets triviaux que sur des questions profondes, sans jamais insinuer que le mariage devrait lui faire renoncer à son rôle d'enseignante. Ils se marièrent en avril 1873, lors d'une cérémonie qui fut autant une fête communautaire qu'un service religieux. Toute la population de Copper Ridge y assista, en partie par bienveillance, mais surtout parce que la moindre occasion de réjouissance était précieuse dans un environnement aussi rude. Martha portait une robe confectionnée dans un tissu commandé spécialement à Denver, tandis que Thomas arborait le plus beau costume qu'on avait pu se procurer dans le territoire. Mickey. Les premiers mois de leur mariage semblèrent bénis. Thomas se montra un mari dévoué, doux et attentionné en toutes choses. Leur petite cabane devint un havre de tranquillité domestique dans une colonie où régnaient violence et rudesse. Lorsque Martha annonça sa grossesse à la fin de l'été, leur bonheur parut complet. Mais même dans ces mois heureux, Martha ressentait parfois une inquiétude inexplicable. Il lui arrivait de surprendre Thomas en train de la regarder avec une expression qu'elle ne savait pas interpréter. Ni désir, ni tendresse, mais quelque chose de plus complexe, de plus troublant. Certaines conversations se coupaient brusquement lorsque revenait le sujet de son passé ou de sa famille. Et il y avait ces nuits où Martha se réveillait pour le trouver assis à la fenêtre, fixant les pics argentés sous la lune, le visage empreint d'une tristesse si profonde qu'elle en avait le cœur serré. Elle mit ses inquiétudes sur le compte des ajustements naturels du mariage et des difficultés de leur environnement. Après tout, chaque habitant de Copper Ridge portait en lui des secrets et des blessures qui l'avaient poussé à chercher une nouvelle vie dans ce lieu reculé. La réserve de Thomas sur son passé ne lui parut pas différente de la méfiance générale qui régnait parmi leurs voisins. Leur fille, Elizabeth, naquit en février 1874, au cœur de la pire tempête de neige dont on se souvenait. L'accouchement fut difficile, aggravé par l'altitude et le manque de soins médicaux adaptés. Pendant 3 jours, la vie de Martha ne tint qu'à un fil, tandis que Thomas arpentait leur cabane tel un homme possédé, refusant toute aide ou réconfort des voisins bien intentionnés. C'est durant sa convalescence, faible, épuisée, mais reconnaissante d'être en vie, que Martha commença à soupçonner que l'histoire de son mari cachait quelque chose de terrible. Cette découverte survint par pur hasard, l'un de ces événements fortuits qui changent une existence à jamais et révèlent des vérités qu'il vaudrait mieux ne jamais connaître. Mickey. Mieux aurait valu que cette vérité demeure enfouie. Le 15 mars 1874, alors qu'elles réorganisaient leurs maigres possessions pour faire de la place au berceau du bébé, Martha se retrouva face à une petite boîte en bois que Thomas gardait parmi ses effets personnels. Elle l'avait déjà remarqué, mais n'avait jamais osé l'ouvrir, respectant sa vie privée comme lui respectait la sienne. Mickey. La boîte tomba d'une étagère lorsqu'elle heurta accidentellement le meuble en cherchant des couvertures. Elle heurta le sol avec assez de force pour faire sauter le loquet, répandant son contenu sur les planches rugueuses. Martha se pencha pour ramasser les objets dispersés, quelques pièces de monnaie, une montre de poche, des papiers, quand ses mains se figèrent. Parmi les papiers se trouvait un daguerréotype, du genre pris par les photographes itinérants qui traversaient parfois les colonies de la frontière. L'image montrait une famille, un homme et une femme au visage sévère, encadrant 2 enfants, un garçon et une fille d'environ 10 et 8 ans. Le garçon ressemblait indubitablement à Thomas, mais c'était la fillette qui glaça le sang de Martha. Elle voyait son propre visage. Pas une ressemblance, pas une coïncidence frappante, mais c'est très exact figé dans l'argent de la plaque photographique, vieille d'au moins 15 ans. Les cheveux de l'enfant étaient plus clairs, le visage plus rond, mais les yeux, le nez, le pli particulier de ses lèvres. C'était indéniablement Martha elle-même, enfant. Les mains tremblantes, Martha retourna la photographie. Au dos, une inscription à l'encre fanée indiquait « La famille Sinclair, Chicago, 1859 ». Robert, Mary, Thomas E.T. Martha. Le choc fut physique. Thomas Kellerman n'était pas celui qu'il prétendait être. Il était Thomas Sinclair, son frère, que l'on disait mort dans l'incendie qui avait emporté leurs parents. Le frère qu'elle avait pleuré, dont la perte l'avait poussé à chercher une nouvelle vie à l'Ouest, avait survécu. Non seulement il avait survécu, mais il avait dissimulé son identité, l'avait courtisée,
épousé, et avait eu un enfant avec elle. La première réaction de Martha fut douter de ses propres yeux. Peut-être n'était-ce pas sa famille, mais des étrangers à la ressemblance troublante. Peut-être le deuil et l'isolement l'amenaient-ils à voir des motifs inexistants. Mais en étudiant l'image, les souvenirs affluèrent comme une avalanche. Ce rire qu'elle n'arrivait pas à situer. La façon dont Thomas inclinait la tête pour écouter. Ces gestes familiers qui lui avaient semblé naturels. Elle se rappela alors que Thomas avait été envoyé vivre chez leur oncle en Pennsylvanie à l'âge de 14 ans, après une série de troubles du comportement de plus en plus graves. Leurs parents espéraient qu'un nouveau cadre l'aiderait, mais les nouvelles avaient été rares. Quand le feu avait détruit leur maison de Chicago, les autorités lui avaient assuré que Thomas avait péri avec leurs parents, son corps méconnaissable. Mais il n'était pas mort. Il avait survécu, s'était réinventé sous une nouvelle identité, et en la revoyant à Copper Ridge, il avait reconnu aussitôt, tandis que les années et la distance l'empêchaient, elle, de voir son frère dans ce mari. Les questions qui suivirent furent insoutenables. Était-il venu à Copper Ridge en la cherchant, ou le hasard les avait-il réunis? L'avait-il reconnu dès le début? Et si oui, pourquoi n'avait-il pas révélé la vérité? Pourquoi l'avait-il séduite, épousée, et engendré un enfant avec elle? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait pour Élisabeth, l'enfant innocente née de cette union incestueuse? Martha passa le reste de la journée dans un état de stupeur, tel qu'elle ne parvenait presque plus à bouger. Quand Thomas rentra de la mine le soir, elle le regarda autrement, voyant au-delà du masque familier l'étranger qu'il était. Chaque geste, chaque parole, chaque manifestation de tendresse lui semblait désormais lourde d'une menace sinistre. Mais elle ne dit rien. Mickey, Un instinct de survie lui soufflait qu'une révélation trop brutale pouvait être dangereuse. Si Thomas avait pu ourdir une telle tromperie, s'il avait osé commettre ce que la loi et l'Écriture considéraient comme l'un des pires péchés, comment réagirait-il en découvrant qu'elle savait? Elle se mit donc à l'observer, cherchant d'autres preuves. Elle scrutait son visage quand il croyait ne pas être vu, écoutait ses récits de son passé inventé, notant les incohérences qu'elle n'avait jamais relevées. Les preuves s'accumulèrent vite. Thomas connaissait des détails de leur maison d'enfance qu'il ne pouvait savoir qu'en y ayant vécu. Il fredonnait inconsciemment des chansons que leur mère leur chantait. Plus accablant encore, il portait une petite cicatrice à la main gauche, souvenir d'un accident avec le couteau de leur père. 3 jours après cette découverte, Martha prit une décision qui mènerait à la mort de 17 personnes. Elle confronta Thomas avec la photographie. La scène se déroula dans leur cabane, après avoir couché Élisabeth. Martha posa le daguerréotype sur la table de bois et observa le visage de Thomas changer successivement. Surprise, reconnaissance, peur, puis une résignation sombre. « Depuis combien de temps sais-tu » murmura-t-il. « C'est quoi » répondit Martha, bien qu'ils sussent tous deux que la partie était terminée. Thomas saisit la photographie et la contempla longuement. « J'avais 17 ans lors de l'incendie, » dit-il enfin. « Je n'étais pas dans la maison. J'étais encore dans de mauvais draps, caché dans l'ancien moulin près de la rivière, trop effrayé pour rentrer affronter papa. Quand j'ai vu les flammes, j'ai cru que tout le monde était mort. »« Mais je ne l'étais pas, » répliqua Martha. « Et quand tu m'as vu ici, tu savais qui j'étais. »« Dès le premier instant, » admit Thomas. « Tu avais grandi, changé, mais tu étais toujours ma petite sœur. Toujours Martha. Alors pourquoi ?» La question s'échappa comme un sanglot brisé. Pourquoi ne rien dire? Pourquoi m'avoir épousé? Pourquoi avoir eu un enfant de moi? Thomas resta longtemps silencieux, si longtemps que Martha crut qu'il ne répondrait jamais. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'une douleur qui aurait pu l'émouvoir, si l'horreur de la situation ne l'avait pas submergé. « Parce que je t'aimais, » dit-il. « Pas comme un frère aime une sœur, mais comme un homme aime une femme. Je le sentais déjà enfant, et j'en avais honte. Quand papa m'a envoyé loin, j'ai cru que la distance m'en guérirait. Mais ça n'a fait que renforcer ce que je ressentais. Quand je t'ai revue à Copper Ridge, belle, indépendante, tout ce dont j'avais rêvé, je me suis dit que c'était le destin. Que Dieu nous avait donné de nouvelles vies, de nouvelles identités, une chance d'être ensemble comme je l'avais toujours voulu. Ce que tu voulais, c'était mal, répliqua Martha, la voix tremblante de colère et de dégoût. Ce que nous avons fait est mal. Notre enfant. Elle ne put finir. Élisabeth est parfaite, dit Thomas avec véhémence.
belle, en bonne santé, parfaite, et rien ne changera ça. Mais Martha savait mieux. Elle avait entendu les histoires chuchotées sur les enfants nés de tels liens. Les familles brisées par la honte et l'hérédité. Le bébé paraissait sain, mais qu'en serait-il en grandissant? Quelle terrible marque avait-on imposée à leur fille innocente? La dispute qui suivit fut vive, mais murmurée, chacun conscient que les murs de leur cabane étaient minces et que leur voisin guettait toujours le moindre drame. À l'aube, ils en étaient au même point. Thomas refusait de voir leur union comme autre chose qu'une bénédiction, tandis que Martha insistait pour confesser leurs fautes et affronter les conséquences. Et c'est Martha qui céda la première, épuisée par la tourmente et encore trop faible après l'accouchement. Mickey, Elle céda à la demande de Thomas. Attendre, réfléchir, garder le secret pour l'instant. Martha se réservait toutefois le droit d'agir selon sa conscience, quand elle serait assez forte pour affronter la réaction de la communauté. Cette nuit-là, en se couchant, elle crut avoir gagné du temps pour se préparer, sans savoir que Thomas, lui, avait déjà commencé à élaborer ses propres plans, des plans qui transformeraient bientôt leur crise intime en une tragédie collective qui hanterait les survivants pour le reste de leur vie. Moins d'une semaine après cette confrontation, survint le premier accident. La victime fut Sarah Hanley, veuve de 43 ans arrivée à Copper Ridge l'été précédent avec son fils adolescent. Sarah était l'une des rares femmes que Martha considérait comme une véritable amie. Quelqu'un avec qui elle pouvait parler de livres et partager le fardeau d'être une femme instruite dans un lieu où les conversations intellectuelles étaient presque inexistantes. Plus important encore pour Thomas, Sarah avait assisté à plusieurs conversations où Martha avait évoqué son enfance à Chicago et le frère qu'elle croyait mort dans l'incendie. L'accident eut lieu le 23 mars, 8 jours après la révélation de Martha. Sarah revenait de l'épicerie Hendrick lorsqu'elle aurait glissé sur une plaque de glace près du précipice derrière le bureau d'essai. Son corps fut retrouvé au matin par des mineurs en route pour le travail, brisé sur les rochers, une quinzaine de mètres plus bas. Sa mort parut tragique mais banale. La glace représentait un danger constant à Copper Ridge, et plusieurs habitants avaient déjà été grièvement blessés par des chutes durant l'hiver. Sarah fut enterrée dans le petit cimetière qui dominait la colonie, pleurée par tous, mais vite oubliée, car la vie à la frontière exigeait de tourner son énergie vers la survie plus que vers le deuil. Martha assista aux funérailles, debout aux côtés de Thomas, tandis que le pasteur improvisé récitait des prières au-dessus de la tombe fraîche. Elle remarqua que son mari semblait étrangement affecté par la mort de Sarah, mais pensa que c'était simplement la tristesse collective que chacun ressentait face à la perte soudaine d'un membre de la communauté. Ce ne fut que 2 semaines plus tard que Martha commença à douter du caractère accidentel de l'événement. La révélation survint au détour d'une conversation avec David, le fils de Sarah, âgé de 16 ans, qui s'apprêtait à quitter Copper Ridge pour rejoindre des parents au Kansas. David aidait Martha à trier les affaires de sa mère quand il lâcha une phrase qui la glaça. « Maman était vraiment excitée la veille de sa mort », dit-il en pliant soigneusement les robes dans une malle. « Elle m'a dit qu'elle avait découvert quelque chose d'important à te dire, quelque chose qui te rendrait heureuse. Elle voulait venir te voir ce soir-là, puis elle a changé d'avis et a dit que ça pouvait attendre le lendemain. » « Elle a dit de quoi il s'agissait ?» demanda Martha, bien qu'elle craignît déjà la réponse. « Quelque chose à propos de ta famille, » répondit David. Elle avait réfléchi aux histoires que tu lui avais racontées, et elle disait avoir trouvé des morceaux qui ne collaient pas. Maman était douée pour les puzzles, tu sais. Elle disait que c'était comme avoir des pièces en trop qui n'allaient pas avec l'image qu'on croyait faire. Mickey, Martha sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air glacé de la montagne. Sarah avait de l'esprit, un sens aigu de l'observation. Elle faisait partie de ces personnes capables de remarquer les incohérences dans le récit de Thomas ou de repérer les ressemblances que d'autres auraient ignorées. Si elle avait vraiment compris la vérité sur Martha et Thomas, et si elle avait eu l'intention de la révéler. La pensée était trop affreuse pour être acceptée, mais Martha ne parvenait pas à l'écarter. Elle commença à s'intéresser de plus près aux circonstances de la mort de Sarah, posant des questions apparemment anodines à ceux qui auraient pu voir ou entendre quelque chose ce soir-là. Ce qu'elle découvrit ne fit qu'approfondir ses soupçons. Mrs. Patterson, dont la cabane se trouvait la plus proche du lieu de l'accident, mentionna avoir entendu des voix près du ravin à l'heure où Sarah serait rentrée du magasin. Tom Bradley, qui travaillait tard au bureau d'essai, se souvenait avoir vu 2 silhouettes cheminer ensemble sur le sentier où Sarah aurait chuté, mais la distance et la faible lumière l'avaient empêché de les identifier. Mickey, Plus troublant encore,
Martha se rendit compte que Thomas avait été absent de leur cabane pendant près de 2 heures ce soir-là, prétextant devoir vérifier du matériel sur sa concession. Elle avait été trop occupée à s'occuper d'Elisabeth pour remarquer vraiment son absence. Mais à présent, elle se souvenait de son retour, agité, nerveux, s'acharnant à vérifier et revérifier les verrous des portes et des fenêtres. Au fil du mois d'avril, Martha observa son mari avec une horreur mêlée de fascination. Si ses soupçons étaient justes, si Thomas avait effectivement assassiné Sarah pour protéger leur secret, alors elle vivait aux côtés d'un homme capable de tuer pour préserver son mensonge. La pensée aurait dû la pousser à fuir. Mais où aller? Elle était piégée par l'isolement de Copper-Ridge, par sa responsabilité envers Elisabeth, et par l'effrayante certitude que Thomas ne la laisserait jamais partir en possession d'un secret qui pouvait le détruire. Au lieu de cela, elle se mit à attendre, à surveiller, tout en maintenant soigneusement l'apparence d'un mariage normal. Elle suivait plus attentivement les déplacements de Thomas, ses conversations avec les autres habitants, ses réactions quand revenaient des allusions à la famille ou au passé. Ce qu'elle constata ne fit que confirmer ses pires craintes. Thomas n'était pas le mari doux et attentionné qu'elle croyait avoir épousé. Derrière son masque méticuleusement entretenu, Martha entrevoyait un homme dévoré par l'obsession, capable de calculs impitoyables. Il surveillait ses interactions avec les autres colons, décourageant subtilement les amitiés qui pourraient mener à des confidences dangereuses. Il se mit à poser des questions en apparence anodines sur ses souvenirs d'enfance, comme s'il voulait tester si elle avait découvert d'autres preuves de leur véritable lien. Mais le plus glaçant fut sa découverte suivante. Thomas procédait méthodiquement à l'identification de quiconque pouvait représenter une menace pour leur secret. Il engageait de petites conversations avec les habitants de longue date, leur tirant des informations sur ce dont ils se souvenaient, où ils se trouvaient certains jours, ce qu'ils avaient pu surprendre. Il notait mentalement qui possédait assez d'intelligence ou de curiosité pour reconstituer une vérité dangereuse. Le deuxième accident survint le 14 avril. Mickey, La victime fut James Crawford, un mineur qui travaillait sur une concession voisine de celle de Thomas depuis presque 1 an. James avait assisté à plusieurs rassemblements sociaux où l'on discutait d'histoires familiales, et Martha se souvenait qu'il lui avait posé des questions insistantes au sujet de la mort supposée de ses parents et de son frère. Il semblait particulièrement intéressé par les détails de l'incendie, relevant des incohérences dans les rapports officiels que Martha elle-même n'avait jamais remis en question. On retrouva James mort au fond de son puits de mine, apparemment victime d'un éboulement qui l'avait piégé lors d'une inspection solitaire d'une galerie jugée dangereuse. L'effondrement paraissait avoir été provoqué par une instabilité structurelle, un danger courant dans les exploitations minières où la sécurité était souvent sacrifiée au profit de l'extraction rapide. Mais Martha remarqua des détails que d'autres négligèrent ou préférèrent ignorer. James était un mineur expérimenté, attentif aux règles de sécurité, et travaillait rarement seul dans des zones risquées. Le moment de sa mort, survenu quelques jours seulement après qu'il eut interrogé sur son histoire familiale, semblait trop opportun pour être une simple coïncidence. Et lorsqu'elle examina discrètement le site de l'accident, elle trouva des indices suggérant que l'éboulement avait pu être déclenché volontairement. Les signes étaient subtils, des éraflures sur les poutres de soutien qui laissaient penser à un sabotage, des marques d'outils ne correspondant pas à ceux que James utilisait habituellement, un schéma d'effondrement évoquant davantage une destruction préméditée qu'une défaillance naturelle. Martha n'était pas experte en exploitation minière, et elle ne pouvait être certaine que ses soupçons reposaient sur des preuves tangibles plutôt que sur la paranoïa. Pourtant, elle commençait à comprendre qu'elle était témoin d'un phénomène bien plus complexe et sinistre qu'un simple meurtre destiné à protéger un secret familial. Mickey, Thomas n'éliminait pas seulement les menaces immédiates. Il supprimait méthodiquement quiconque pouvait, tôt ou tard, constituer un danger, traçant un cercle de mort qui s'élargissait autour de tous ceux qui combinaient savoir, curiosité et intelligence. Le schéma devenait clair. Martha, en réfléchissant aux 2 décès, identifiait les autres habitants susceptibles d'être en danger. Sarah et James étaient tous 2 observateurs, attentifs aux détails, portés sur les histoires de famille et les événements passés. Tous 2 possédaient l'esprit analytique nécessaire pour déceler les incohérences et en tirer des conclusions inquiétantes. Et tous 2 avaient trouvé la mort dans des « accidents » avant d'avoir pu partager leurs soupçons. Martha comprit que Thomas mettait en place une stratégie à long terme destinée à protéger leurs secrets indéfiniment. Il était prêt à tuer non seulement pour préserver leur situation immédiate, mais aussi pour prévenir toute menace future. L'ampleur de ses calculs,
La froideur avec laquelle il identifiait et éliminait des cibles multiples révélait une capacité au mal bien plus vaste que le péché originel de leur mariage incestueux, commis sans conscience de cause. Mais comprendre la stratégie de Thomas permettait aussi à Martha d'anticiper ses prochains mouvements. Elle se mit à dresser sa propre liste des habitants susceptibles d'être visés. Une douzaine de membres de la communauté détenaient des informations ou des traits qui pouvaient les désigner comme cibles potentielles. Le plus évident était le docteur Edmund Fairchild, le médecin officieux de la colonie, qui avait aidé à la naissance d'Elizabeth et fait plusieurs remarques sur les traits particuliers du bébé. Martha avait autrefois attribué ces observations à l'habitude d'un homme rompu aux accouchements, mais elle réalisait à présent qu'il avait peut-être noté des ressemblances familiales dangereuses. Margaret Sullivan était aussi à risque. Cette femme âgée, ayant vécu dans de nombreuses colonies minières du Colorado, possédait une connaissance encyclopédique des généalogies de la frontière. Elle parlait souvent de liens familiaux et semblait prendre un intérêt particulier à reconstituer les parentés entre habitants. Ces connaissances pouvaient facilement mettre en lumière les incohérences dans l'histoire fabriquée de Thomas. Mickey, Encore plus vulnérable était le pasteur Reynolds, le prédicateur itinérant qui tenait les registres des mariages, naissances et décès dans tout le territoire. Il avait célébré le mariage de Martha et Thomas et assisté au baptême d'Élisabeth. S'il venait à examiner attentivement ces registres, il pourrait remarquer des incohérences avec les récits de Thomas. Devant cette liste croissante de victimes potentielles, Martha se retrouva face à un choix impossible. Devait-elle les avertir du danger, au risque de révéler la vérité sur sa relation avec Thomas, ce qui détruirait non seulement leur vie, mais condamnerait aussi leur fille innocente à une existence de honte et d'ostracisme? Ou devait-elle se taire et regarder Thomas assassiner un à un ceux qui menaçaient son secret? La décision lui fut arrachée dans la nuit du 28 avril, lorsqu'elle surprit Thomas parlant seul, croyant qu'elle dormait. Les mots qu'elle entendit confirmèrent ses pires craintes et révélèrent l'étendue de ses intentions meurtrières. « Fairchild, ensuite », murmura Thomas, récitant apparemment une liste mentale de cibles. Puis Margaret, puis le pasteur. Après, peut-être le gamin Rix. Trop curieux pour son propre bien. Pas de fil laissé en arrière. Pas de risque. Martha et Élisabeth comptent sur moi pour les protéger. La logique pervertie de son raisonnement apparaissait clairement. Dans l'esprit de Thomas, il ne commettait pas des meurtres. Il protégeait sa famille des révélations et de leurs conséquences. Il s'était convaincu que tuer des innocents n'était pas seulement justifié, mais nécessaire, un sacrifice exigé pour préserver la vie qu'ils avaient construite. Mickey, Martha comprit alors qu'elle assistait à l'effondrement moral complet d'un homme qui avait franchi trop de lignes pour jamais revenir vers la décence. Thomas n'était plus l'homme tourmenté qui avait lutté contre un amour interdit pour sa sœur. Il était devenu un tueur calculateur, prêt à sacrifier des vies humaines pour entretenir son mensonge. Mais même en reconnaissant le monstre qu'était devenu son mari, Martha restait paralysée par l'impasse de sa situation. Toute action pour l'arrêter exposerait inévitablement leur secret et détruirait l'avenir de leur fille. Et pourtant, se taire davantage revenait à devenir complice du meurtre d'innocents dont le seul crime était de savoir, d'observer ou de réfléchir de trop près. Mickey, La curiosité que Thomas jugeait menaçante pesait lourdement sur Martha, au point de la plonger presque dans le désespoir. Pendant plusieurs jours, elle demeura dans un état de paralysie émotionnelle, incapable de manger ou de dormir correctement, s'occupant d'Élisabeth à travers un brouillard d'angoisse et de tourments moraux. Elle se surprenait à étudier le visage de son nourrisson, cherchant des signes de dommages génétiques issus de leur union incestueuse, terrifiée à l'idée d'y découvrir une anomalie qui confirmerait ses pires craintes. C'est au cours d'une de ces veilles sombres que Martha fit la découverte qui allait finalement lui fournir la clé pour mettre un terme à la folie meurtrière de Thomas. En examinant Élisabeth à la lueur d'une chandelle, à la recherche du moindre indice de problème de développement, elle remarqua quelque chose qui aurait dû être évident dès la naissance du bébé. Élisabeth était parfaite, non seulement en bonne santé, mais aussi indéniablement normale à tous égards. Ses traits, ses proportions, ses réactions et son développement entraient pleinement dans la norme infantile. Il n'y avait aucun signe des anomalies génétiques typiquement liées à une consanguinité étroite. Aucune indication qu'elle souffrait des effets du sang partagé de ses parents. Mais plus encore, en étudiant attentivement les traits du visage de sa fille, Martha comprit qu'Élisabeth ne ressemblait pas fortement ni à elle, ni à Thomas.
L'enfant semblait présenter une combinaison de caractéristiques qui ne correspondaient pas à ce que l'on attendrait de deux frères et sœurs ayant les mêmes parents. La couleur des yeux, la forme des oreilles, la courbure particulière des lèvres. Tous ces détails suggéraient un héritage génétique provenant de sources extérieures à la lignée Sinclair. La révélation frappa Martha comme un coup physique. Si Élisabeth ne montrait pas de ressemblance familiale marquée avec ses deux parents, si elle paraissait le fruit d'une hérédité plus diversifiée, alors peut-être que la relation incestueuse n'était pas si étroite qu'elle avait redouté. Peut-être que Thomas n'était pas réellement son frère. Cette possibilité souleva en Martha des questions qu'elle n'avait jamais songé à explorer. Elle avait accepté les preuves de la photographie et l'aveu de Thomas sans envisager d'autres explications. Et si la photographie avait été mal étiquetée? Et si Thomas avait été adopté par la famille Sinclair plutôt que d'en être issu? Et si leur ressemblance apparente n'était que coïncidence et non génétique? Pour la première fois depuis la découverte de la photographie, Martha sentit renaître une étincelle d'espoir. Si elle pouvait prouver que Thomas n'était pas son frère, leur mariage serait certes inhabituel, mais pas incestueux. Leur fille serait affranchie de la honte de l'anormalité génétique, et la crise morale qui avait conduit Thomas au meurtre pourrait s'apaiser. Mais même en nourrissant ses espoirs, Martha comprit que la vérité sur leur lien de parenté était devenue secondaire par rapport au problème plus urgent, la réaction meurtrière de Thomas face à sa croyance. Qu'ils soient réellement frères et sœurs ou non, Thomas avait déjà tué au moins 2 personnes et prévoyait d'en tuer davantage. Mickey, La crise immédiate n'était plus une affaire d'héritage génétique ou de transgression morale. C'était une affaire de vie ou de mort. Il fallait arrêter un tueur en série avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Cette prise de conscience galvanisa Martha. Quelle que soit la vérité de leur parenté et l'issue de leur crise personnelle, elle ne pouvait plus laisser Thomas continuer à tuer des innocents. Le temps de l'observation passive et de la paralysie morale était révolu. Elle devait trouver un moyen d'exposer ses crimes et de mettre fin à sa folie, même si cela signifiait détruire sa propre vie. Mais Martha ignorait que Thomas l'avait déjà désigné comme sa prochaine cible, et que sa propre existence était désormais menacée par l'homme qu'elle avait aimé comme un mari, et comme un frère. Son enquête sur la véritable identité de Thomas commença par les quelques possessions personnelles qu'il avait apportées dans leur mariage. Travaillant prudemment pendant ses absences à la mine, elle entreprit des fouilles méthodiques de leur cabane, à la recherche de documents ou d'objets susceptibles de révéler son passé. Ce qu'elle découvrit fut plus troublant qu'éclairant. Sous une planche du plancher disloqué, Thomas avait dissimulé une collection d'objets qui révélaient des années de tromperie méthodique. On y trouvait de multiples papiers d'identité portant des noms différents. Thomas Kellerman, Thomas Brennan, Thomas. Mickey, Crawford, each with carefully constructed histories that placed their origins in different states. There were letters written in Thomas's handwriting, but signed with various names, apparently part of correspondence, designed to establish false backgrounds. Most chilling of all, there was a detailed notebook containing observations about the residents of Copper Ridge, including personal information that could only have been gathered through careful surveillance and deliberate investigation. The notebook revealed the true scope of Thomas's planning. He had been studying the settlement's residents since his arrival, cataloging their backgrounds, relationships, and potential vulnerabilities. Martha found detailed notes about Sarah Henley's family history, James Crawford's mining experience, and Dr. Fairchild's medical observations. But most disturbing were the entries about herself, pages of careful documentation about her appearance, behavior, and family stories that suggested Thomas had been investigating her identity long before their supposed chance meeting. One particular entry dated just weeks after Martha's arrival in Copper Ridge made her blood run cold. She doesn't recognize me yet, but the resemblance is unmistakable. The Sinclair girl, grown up and beautiful. This could be the opportunity I've been waiting for. Need to establish identity as Thomas Kellerman first, then begin careful approach. Must determine how much she remembers about family situation before making contact. The implications were clear. Thomas had
recognized Martha immediately upon her arrival and had deliberately constructed the Thomas Kellerman identity, specifically to court her. Their entire relationship had been built on premeditated deception, with Thomas manipulating circumstances to create the appearance of chance encounters and natural attraction. But even more disturbing were the recent entries, which revealed Thomas's growing paranoia about discovery and his systematic planning for eliminating potential threats. Martha found detailed surveillance notes about Sarah's movements in the days before her death, including observations about her interest in family histories and her plans to speak with Martha about her discoveries. There were similar notes about James Crawford's questions regarding the Chicago fire, along with technical observations about mine safety that had obviously been used to plan his murder. Most terrifying of all was the final entry dated just 3 days earlier. Martha knows her behavior has changed, and she's been asking subtle questions about the accidents. Need to determine extent of her knowledge and decide on appropriate response. May need to consider a permanent solution if she becomes threat to family security. Martha realized that Thomas had been monitoring her reactions and had correctly identified her growing suspicions. She was no longer just a conspirator in their deception. She had become a potential threat that Thomas was considering eliminating. The man she had married, the father of her child, was now evaluating whether she needed to die to preserve his secret. Mickey, The discovery of the notebook forced Martha to confront the full scope of her situation. Thomas wasn't simply a man who had been driven to desperate acts by impossible circonstances. He was a methodical predator who had been planning and executing deceptions for years. The incestuous marriage wasn't an unfortunate consequence of Frontier d'Espration. it was the calculated result of a deliberate campaign of manipulation and fraud. But the notebook also provided Martha with crucial information about Thomas's methods and mindset. She could see how he identified targets, how he planned their elimination, and how he justified his actions to himself. More importantly, she could use this knowledge to predict his next moves and possibly stay ahead of his murderous intentions. The immediate priority was establishing contact with potential victims before Thomas could eliminate them. Martha knew she couldn't warn everyone without revealing her own complicity in the deception, but she might be able to provide indirect warnings or encourage people to take precautions that would make them more difficult targets. She began with Dr. Fairchild, approaching him under the pretext of concerns about Elizabeth's development. During their conversation, Martha steered the discussion towards safety concerns in the settlement, noting the recent accidents and suggesting that everyone should be more careful about traveling alone or working in isolated areas. Fairchild prouvait tout. Mickey, Se montra plus perspicace que Martha ne l'avait prévu. J'y pensais justement, dit-il, son visage buriné marqué par l'inquiétude. 2 morts en 3 semaines, toutes 2 concernant des gens réputés prudents et expérimentés. Cela pousse à se demander s'il n'y a pas plus que de simples accidents. Que voulez-vous dire ? Demanda Martha, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. Eh bien, j'exerce la médecine dans les colonies minières depuis près de 20 ans, répondit Fairchild. J'ai vu toutes sortes d'accidents, et j'ai appris à reconnaître des schémas qui ne sont pas toujours évidents aux yeux des autres. Ces morts récentes, elles ne correspondent pas vraiment aux modèles habituels. Martha sentit un mélange d'espoir et de terreur. Fairchild avait clairement identifié les mêmes incohérences qu'elle, ce qui signifiait qu'il était capable de découvrir la vérité sur les crimes de Thomas. Mais cela faisait aussi de lui une cible immédiate, exactement le genre de menace que Thomas chercherait vite à éliminer. « Avez-vous partagé ces inquiétudes avec quelqu'un d'autre » demanda Martha, essayant de garder un ton détaché alors que son cœur battait la chamade. « Pas encore, » admit Fairchild. « Je voulais être plus certain avant de porter des accusations. Mais j'ai tenu des notes précises sur les 2 incidents et j'envisage d'écrire aux autorités territoriales à Denver. Là-bas,
Ils ont des enquêteurs spécialisés dans les morts suspectes dans les colonies minières. Martha sentit son sang se glacer. Si Fairchild contactait les autorités, si des enquêteurs formés arrivaient à Copper Ridge, ils découvriraient inévitablement non seulement les meurtres de Thomas, mais aussi le mariage incestueux qui les avait motivés. Toute la toile de mensonges se défrait, détruisant non seulement elle et Thomas, mais condamnant aussi Elizabeth à une vie de honte. « Quand comptez-vous envoyer cette lettre » demanda-t-elle. « Bientôt » répondit Fairchild. « Je veux examiner une fois de plus les lieux des accidents, être certain d'avoir tous les détails corrects, probablement dans les prochains jours. » Martha comprit qu'il lui restait peut-être 48 heures avant que Fairchild ne devienne une menace immédiate que Thomas se sentirait obligé d'éliminer. Elle devait trouver un moyen de protéger le médecin sans révéler sa propre connaissance des crimes de Thomas. Une tâche apparemment impossible, exigeant une manipulation délicate d'une situation déjà suspendue au fil du rasoir. Son occasion arriva plus tôt que prévu. Ce soir-là, tandis qu'elle et Thomas étaient assis près du feu pendant qu'Elizabeth dormait. Martha décida de tester les réactions de son mari en partageant une version soigneusement édulcorée de sa conversation avec Fairchild. « J'ai parlé aujourd'hui avec le docteur Fairchild au sujet du développement d'Elizabeth, » dit-elle, observant attentivement le visage de Thomas. Il a mentionné être préoccupé par les récents accidents. Il pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de suspect dans les morts de Sarah et de James. Mickey, La réaction de Thomas fut subtile mais indubitable. Sa mâchoire se contracta imperceptiblement, et ses mains s'immobilisèrent un bref instant avant de reprendre leur mouvement alors qu'il nettoyait son matériel de mineur. A-t-il dit ce qui l'a rendu soupçonneux? Sa formation médicale, je suppose, répondit Martha. Il a dit que les blessures ne correspondaient pas vraiment à ce qu'il s'attendrait à voir dans les types d'accidents censés s'être produits. Il songe à écrire aux autorités territoriales. Cela me semble prématuré, dit Thomas, la voix soigneusement neutre. Les accidents sont fréquents dans les colonies minières. Je suis sûr que les autorités territoriales ont des affaires plus urgentes que d'enquêter sur chaque malheureux incident qui se produit dans des lieux isolés. Mais Martha voyait le calcul derrière son calme apparent. Thomas planifiait déjà l'élimination de Fairchild, réfléchissant aux méthodes et aux moments qui empêcheraient le médecin de contacter les autorités. Elle n'avait peut-être qu'une journée pour trouver un moyen de le protéger, sans révéler qu'elle connaissait la menace. La solution lui vint lors d'une nuit d'insomnie, passer à écouter la respiration de Thomas en se demandant si elle verrait une autre aube. Elle allait utiliser la propre paranoïa de Thomas contre lui, en lui fournissant une information qui rendrait contre-productive l'élimination de Fairchild. Le lendemain matin, tandis que Thomas se préparait à repartir à la mine, Martha lâcha une information soigneusement inventée, destinée à modifier ses calculs sur le docteur. « J'ai oublié de te dire hier, » dit-elle, feignant l'insouciance. Le docteur Fairchild a dit qu'il avait déjà écrit à son frère à Denver au sujet des accidents. Son frère est une sorte de fonctionnaire gouvernemental qui s'occupe des enquêtes dans le territoire. Fairchild voulait un avis professionnel pour savoir si ses inquiétudes étaient justifiées. Thomas s'interrompit dans ses préparatifs, le dos tourné à Martha pour qu'elle ne voie pas son expression. Il a déjà écrit. Mickey, Apparemment, oui, confirma Martha. Il a dit que son frère enverrait probablement des enquêteurs quoi qu'il en soit, même si Fairchild écrivait de nouveau. Quelque chose à propos de la responsabilité fédérale concernant la sécurité des colonies minières. C'était une pure invention, mais Martha espérait que cela convaincrait Thomas que tuer Fairchild attirerait l'attention au lieu de la détourner. Si des enquêteurs venaient déjà, éliminer le médecin ne servirait aucun objectif protecteur et risquerait même d'augmenter les soupçons. Thomas termina ses préparatifs en silence, mais Martha percevait la frustration et les recalculs derrière son masque impassible. Quand il parla enfin, ses mots confirmèrent que sa stratégie avait au moins partiellement réussi. Si des enquêteurs du gouvernement viennent examiner les accidents, nous devrions sans doute envisager de quitter Copper Ridge, dit-il. Rien ne nous retient ici, et Elizabeth serait mieux dans une colonie plus grande, avec de vrais soins médicaux et des opportunités d'éducation. Martha sentit une bouffée d'espoir. Si elle pouvait convaincre Thomas de partir volontairement, elle pourrait peut-être mettre fin à sa série de meurtres sans exposer leurs secrets ni détruire l'avenir de leur fille. Une fois loin de Copper Ridge, une fois les pressions et menaces immédiates dissipées,
Peut-être Thomas pourrait-il être convaincu d'abandonner sa voie meurtrière et de revenir à une forme de normalité. « Où irions-nous » demanda-t-elle, tentant de paraître soutenante plutôt que désespérée. « La Californie, peut-être, » répondit Thomas. « Ou l'Oregon. Quelque part assez loin pour que nous puissions repartir de zéro, là où personne ne connaît notre histoire ni n'a de raison de poser des questions sur notre passé. » Mais même tandis que Martha nourrissait un espoir d'évasion, elle comprit que quitter Copper Ridge ne résoudrait pas le problème fondamental, la disposition de Thomas à tuer pour protéger leur secret. Il avait déjà montré qu'il savait identifier les menaces et les éliminer avec une efficacité impitoyable. Qu'est-ce qui l'empêcherait de poursuivre ce schéma ailleurs s'il percevait de nouveaux dangers? Plus inquiétant encore, que ferait Thomas pour garantir leur départ en toute sécurité? Se contenterait-il de laisser derrière lui des menaces potentielles, ou se sentirait-il obligé d'éliminer tous ceux qui pourraient un jour leur causer des problèmes? Mickey, Martha commença à imaginer un scénario dans lequel Thomas assassinait systématiquement quiconque possédait un savoir dangereux avant leur départ, laissant derrière lui une colonie remplie de cadavres et s'assurant que leur secret disparaîtrait avec leurs victimes. Ses craintes s'avérèrent justifiées. Dans les jours qui suivirent, alors que Thomas préparait leur départ, Martha remarqua qu'il portait une attention inhabituelle aux mouvements et activités de certains membres de la communauté. Il engagea des conversations apparemment anodines avec Margaret Sullivan sur sa connaissance des familles du territoire, avec le pasteur Reynolds sur ses registres, et avec divers autres habitants susceptibles de représenter une menace future pour leur dissimulation. Le plus inquiétant de tout, Thomas commença. Mickey, Faisant des enquêtes subtiles sur la communication de la communauté avec l'extérieur, il posa des questions sur les horaires du courrier, sur les visites prévues des officiels territoriaux et sur tout autre résident pouvant avoir des liens familiaux ou commerciaux avec Denver ou d'autres grandes villes. Martha réalisa qu'il identifiait tous ceux qui pourraient diffuser des informations sur la présence de Copper Ridge au-delà de la communauté immédiate. L'ampleur des préparatifs finaux de Thomas devint claire lorsque Martha découvrit des entrées supplémentaires dans son carnet caché. Son mari planifiait ce qui ne pouvait être décrit autrement qu'un massacre, l'élimination systématique de plus d'une douzaine de membres de la communauté avant leur départ. La liste incluait non seulement des menaces évidentes comme Fairchild et Margaret Sullivan, mais aussi des résidents apparemment innocents dont le seul crime était de posséder des informations qui pourraient éventuellement devenir gênantes. Parmi les victimes prévues se trouvait la famille Rix, qui tenait l'épicerie générale et entretenait des correspondances avec les fournisseurs du territoire. Thomas avait apparemment décidé que leurs liens commerciaux les rendaient trop dangereux pour être laissés en vie. Était également marqué pour l'élimination plusieurs mineurs ayant travaillé étroitement avec le défunt James Crawford et pouvant se souvenir de conversations sur l'histoire familiale ou des accidents miniers. Le plus horrifiant de tout était le plan de Thomas pour s'assurer que leur départ de Copper Ridge ne soit jamais tracé ou enquêté. Il comptait simuler un accident minier catastrophique qui détruirait une grande partie de la colonie et tuerait la plupart de ses habitants, donnant l'impression que lui et Martha avaient péri avec tout le monde. Seuls quelques survivants soigneusement choisis resteraient, des gens ne possédant aucun savoir dangereux et pouvant être dignes de confiance pour rapporter la version officielle des événements aux autorités territoriales. Martha réalisa qu'elle était témoin de la planification de l'un des meurtres de masse les plus élaborés de l'histoire de la frontière. Un crime si ambitieux et impitoyable qu'il défiait toute compréhension. Thomas ne protégeait plus simplement leur secret. Il tentait d'effacer une communauté entière afin que leur tromperie ne puisse jamais être révélée. Mickey, Faisant des enquêtes subtiles sur la communication de la communauté avec l'extérieur, il posa des questions sur les horaires du courrier, sur les visites prévues des officiels territoriaux et sur tout autre résident pouvant avoir des liens familiaux ou commerciaux avec Denver ou d'autres grandes villes. Martha réalisa qu'il identifiait tous ceux qui pourraient diffuser des informations sur la présence de Copper Ridge au-delà de la communauté immédiate. L'ampleur des préparatifs finaux de Thomas devint claire lorsque Martha découvrit des entrées supplémentaires dans son carnet caché. Son mari planifiait ce qui ne pouvait être décrit autrement qu'un massacre, l'élimination systématique de plus d'une douzaine de membres de la communauté avant leur départ. La liste incluait non seulement des menaces évidentes comme Fairchild et Margaret Sullivan, mais aussi des résidents apparemment innocents dont le seul crime était de posséder des informations qui pourraient éventuellement devenir gênantes. Parmi les victimes prévues se trouvait la famille Rix, qui tenait l'épicerie générale et entretenait des correspondances avec les fournisseurs du territoire. Thomas avait apparemment décidé que leurs liens commerciaux les rendaient trop dangereux pour être laissés en vie.
était également marqué pour l'élimination plusieurs mineurs ayant travaillé étroitement avec le défunt James Crawford et pouvant se souvenir de conversations sur l'histoire familiale ou des accidents miniers. Le plus horrifiant de tout était le plan de Thomas pour s'assurer que leur départ de Copper Ridge ne soit jamais tracé ou enquêté. Il comptait simuler un accident minier catastrophique qui détruirait une grande partie de la colonie et tuerait la plupart de ses habitants, donnant l'impression que lui et Martha avaient péri avec tout le monde. Seuls quelques survivants soigneusement choisis resteraient, des gens ne possédant aucun savoir dangereux et pouvant être dignes de confiance pour rapporter la version officielle des événements aux autorités territoriales. Martha réalisa qu'elle était témoin de la planification de l'un des meurtres de masse les plus élaborés de l'histoire de la frontière. Un crime si ambitieux et impitoyable qu'il défiait toute compréhension. Thomas ne protégeait plus simplement leurs secrets. Il tentait d'effacer une communauté entière afin que leur tromperie ne puisse jamais être révélée. Mickey, L'intrigue mènerait inévitablement à des questions sur son identité et ses motivations, révélant potentiellement leur mariage fictif et détruisant l'avenir d'Elizabeth. Même si elle pouvait sauver la communauté, le faire pourrait condamner sa fille à une vie entière de honte et d'ostracisme social en tant qu'enfant d'une fraude élaborée. Le calcul moral était agonisant. Martha se retrouvait à peser la vie de dizaines d'innocents contre l'avenir de sa fille, essayant de trouver une ligne de conduite qui puisse préserver les deux sans exiger des sacrifices impossibles. Le poids de ces considérations la plongeait presque dans le désespoir. Mais cela la força aussi à affronter la question fondamentale qui la hantait depuis qu'elle avait découvert la véritable nature de Thomas. Quelle sorte de personne était-elle devenue en restant silencieuse sur ses crimes pendant si longtemps? Sa lutte intérieure fut interrompue par une découverte qui changea toute la dynamique de leur situation. Alors que Thomas était absent pour ses préparatifs finaux, Martha effectua une dernière fouille de leur cabane, cherchant toute information supplémentaire pouvant l'aider à comprendre sa véritable identité ou à trouver un moyen d'arrêter son plan. Cachée sous leur lit, enveloppée dans une toile huilée et dissimulée derrière une planche lâche, elle trouva une collection de documents révélant l'ampleur complète de la tromperie de Thomas et fournissant la clé pour comprendre ses motivations réelles. Les papiers comprenaient de la correspondance avec divers individus à travers le territoire du Colorado, tous écrits sous des noms supposés différents et tous liés à une campagne systématique de fraude et de vol qui durait depuis des années. Thomas, quel que soit son vrai nom, n'était pas simplement un individu perturbé poussé au meurtre par une obsession psychologique. C'était un criminel professionnel spécialisé dans les escroqueries élaborées visant à dépouiller les colonies minières et les communautés de la frontière. Les documents révélaient qu'il avait mené des opérations similaires dans au moins 6 autres lieux, ciblant toujours des communautés isolées où les vérifications d'antécédents étaient impossibles et où les résidents avaient probablement accumulé d'importantes quantités d'or ou d'argent. Sa méthode était cohérente et sophistiquée. Il arrivait dans une colonie sous une identité supposée, s'établissait comme un membre fiable de la communauté, puis identifiait les cibles les plus vulnérables et lucratives pour l'exploitation. Dans certains cas, il avait courtisé et épousé des veuves riches avant de disparaître avec leurs biens. Dans d'autres, il avait établi des partenariats commerciaux lui permettant de détourner des fonds ou de voler des concessions minières précieuses. Mais l'opération de Copper Ridge différait de ses escroqueries précédentes, tant par son envergure que par son ambition. Plutôt que de voler simplement des victimes individuelles, Thomas planifiait de piller toute la colonie, profitant de la richesse accumulée par la communauté avant de détruire toute preuve de sa présence. Le meurtre de masse n'était pas motivé par une compulsion psychologique. C'était une décision d'affaires calculée visant à éliminer les témoins et à s'assurer que ces crimes ne puissent jamais être enquêtés. Les documents révélaient également pourquoi Thomas avait spécifiquement ciblé Martha. Elle n'était pas une victime aléatoire ressemblant par hasard à sa supposée sœur. Elle était une cible soigneusement choisie, dont le passé tragique la rendait particulièrement vulnérable à la manipulation émotionnelle. Thomas avait étudié la tragédie de la famille Sinclair précisément parce qu'elle lui offrait le parfait alibi pour approcher Martha avec un intérêt romantique semblant fondé sur le destin plutôt que sur le calcul. Mickey, Plus inquiétant encore, les preuves indiquaient que Thomas préparait l'opération de Copper Ridge depuis plus de 2 ans avant de la mettre en œuvre. Il avait étudié les schémas économiques de la colonie, identifié ses résidents les plus riches et construit soigneusement l'identité de Thomas Kellerman pour maximiser son acceptation dans la communauté. Son mariage avec Martha n'était ni un crime passionnel, ni le résultat d'une compulsion psychologique. C'était un investissement à long terme pour établir sa crédibilité et accéder aux informations sur les ressources communautaires.
Mais peut-être le plus terrifiant de tout était la réalisation de Martha que le plan ultime de Thomas dépassait le simple vol et meurtre. Les documents révélaient qu'il avait l'intention d'emmener Elizabeth avec lui en fuyant Copperidge, de l'élever comme sa propre fille tout en utilisant leur supposée relation familiale pour établir sa crédibilité dans toute communauté qu'il viserait ensuite. Martha n'était pas seulement mariée à un tueur en série. Elle était la mère involontaire de sa complice prévue, un enfant qui serait élevé pour participer à de futurs. Veux-tu que je continue? Mickey, Schéma de fraude et de meurtre. La découverte de la véritable nature et des intentions de Thomas a galvanisé Martha à agir. Quel que soit le coût personnel, quelles que soient les conséquences pour son propre avenir, elle ne pouvait pas permettre à ce monstre de détruire sa communauté, de voler leurs richesses accumulées et d'enlever sa fille pour l'utiliser dans de futurs crimes. Le temps de la résistance passive et des tourments moraux était passé. Elle devait trouver un moyen d'arrêter Thomas immédiatement avant qu'il ne puisse mettre en œuvre la phase finale de son plan meurtrier. Mais alors que Martha commençait à formuler une stratégie pour exposer les crimes de Thomas et prévenir le massacre, elle fit une dernière découverte qui révélait à quel point le danger était devenu immédiat et personnel. Parmi les documents les plus récents se trouvait un calendrier détaillé de l'attaque, avec des cibles spécifiques et des méthodes pour chaque phase de l'opération. Selon le plan de Thomas, la destruction de Copperidge commencerait le lendemain soir par l'élimination systématique des membres clés de la communauté, à commencer par le Dr Fairchild et en continuant par une liste soigneusement priorisée des résidents représentant les plus grandes menaces pour sa fuite. Mais le premier nom sur cette liste, prévu pour être éliminé avant même le médecin, était Martha elle-même. Thomas avait conclu que sa femme en savait trop sur ses activités pour être autorisée à survivre. Son comportement au cours des dernières semaines l'avait convaincu qu'elle représentait un risque inacceptable pour le succès de son opération. Selon ses notes, Martha mourait dans un accident apparent cette nuit même, laissant Elizabeth orpheline et entièrement dépendante des soins de son supposé père. Martha réalisa qu'elle disposait peut-être de 6 heures pour sauver non seulement sa communauté, mais aussi sa propre vie. Thomas reviendrait de ses préparatifs, s'attendant à la trouver inconsciente et vulnérable, prête à devenir la première victime de sa campagne meurtrière finale. Mickey, Au lieu de cela, il trouverait une femme ayant enfin découvert toute la vérité sur son identité et ses intentions. Quelqu'un prête à se défendre contre le monstre qu'elle avait épousé sans le savoir. La confrontation qui suivrait déterminerait non seulement si Martha et Elizabeth survivaient, mais aussi si les habitants de Copperidge verraient un autre lever de soleil. Et alors que Martha se préparait à ce qui pourrait être les dernières heures de sa vie, elle ignorait que la vérité sur l'identité de Thomas se révélerait encore plus choquante que tout ce qu'elle avait déjà découvert, et que la véritable histoire de leur relation révélerait des liens avec son passé remontant bien plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Martha passa les heures restantes avant le retour de Thomas à se préparer pour une confrontation qui déterminerait le sort de tous à Copperidge. En utilisant les informations qu'elle avait rassemblées à partir de ces documents cachés, elle commença à comprendre l'ampleur complète de son plan et à identifier des faiblesses potentielles qu'elle pourrait exploiter pour l'arrêter. Le schéma de Thomas dépendait fortement du timing et de la coordination. Il devait éliminer les témoins clés avant qu'ils ne puissent donner l'alerte, sécuriser la richesse accumulée de la colonie avant qu'elle ne soit cachée ou protégée, et orchestrer l'explosion catastrophique qui détruirait les preuves de ses crimes tout en faisant passer sa fuite pour une mort dans un accident tragique. Toute perturbation de ce calendrier minutieusement orchestré pouvait potentiellement défaire l'ensemble de l'opération. La meilleure opportunité de Martha résidait dans le fait d'empêcher Thomas de compléter la première phase des meurtres ciblés. Si elle pouvait prévenir le Dr Fairchild et d'autres cibles prioritaires, si elle pouvait entraver sa liberté de mouvement dans la colonie, elle pourrait le forcer à réagir et rendre son plan élaboré impossible à exécuter. Mais mettre en œuvre cette stratégie obligeait Martha à surmonter sa peur d'être exposée et humiliée publiquement. Arrêter Thomas signifierait inévitablement révéler au moins certains aspects de leur relation trompeuse, risquant de détruire sa réputation et l'avenir d'Elizabeth. Le choix entre protéger sa communauté et protéger sa fille devenait inévitable. Alors que la soirée approchait, Martha fit ses dernières préparations. Elle rassembla les preuves les plus accablantes des crimes de Thomas, y compris les documents révélant sa véritable identité et détaillant ses plans de meurtre. Elle écrivit une lettre expliquant la situation au Dr Fairchild, fournissant suffisamment d'informations pour le convaincre du danger immédiat sans révéler toute l'étendue de sa propre complicité. Surtout, elle plaça Elizabeth dans l'endroit le plus sûr qu'elle put organiser, le sous-sol de l'église,
où la construction en pierre pourrait offrir une protection si Thomas réussissait à faire exploser ses charges. มีเค Thomas revint à leur cabane juste après le coucher du soleil, apparaissant calme et détendu malgré l'ampleur de ce qu'il prévoyait d'accomplir cette nuit-là. Il embrassa Martha avec ce qui semblait être de l'affection sincère, embrassa le front de leur fille avec une tendresse apparente et s'installa dans leur routine du soir comme si rien d'inhabituel n'était prévu. « Comment s'est passée ta journée » demanda Martha, luttant pour garder sa voix stable tout en observant l'homme qu'elle savait désormais être un tueur professionnel. Productive? Répondit Thomas, commençant à nettoyer son équipement minier avec le même soin méthodique qu'il appliquait à toutes ses activités. J'ai terminé les préparatifs pour l'excavation de demain. Ça devrait être tout un spectacle quand ces charges exploseront. La référence décontractée aux explosifs, qui tueraient des dizaines de personnes, fit frissonner Martha. La capacité de Thomas à parler de meurtre de masse avec autant de désinvolture révélait la profondeur de son détachement psychologique de l'humanité de ses victimes. Pour lui, les habitants de Copper Ridge n'étaient pas des gens avec des vies, des familles et des rêves. Ils étaient simplement des obstacles à éliminer et des ressources à exploiter. « Est-ce que ce sera dangereux » demanda Martha, testant ses réactions tout en rassemblant les dernières informations sur son calendrier. « Toutes les opérations minières comportent des risques, dit Thomas sans lever les yeux de son équipement. Mais j'ai pris les précautions nécessaires. Les charges sont soigneusement calculées pour maximiser l'effet tout en minimisant les conséquences imprévisibles. » Martha comprit que Thomas parlait en quelque sorte en code, décrivant son plan de meurtre dans un langage qui semblerait innocent à quiconque ne connaissait pas le contexte réel. Sa référence à « effet maximal » signifiait un maximum de victimes, tandis que « minimiser les conséquences imprévisibles » signifiait s'assurer qu'aucun témoin ne survivrait pour témoigner de ce qu'il avait vu. มีเค Alors qu'ils poursuivaient leur conversation, Martha se rendit compte que Thomas étudiait ses réactions plus attentivement que d'habitude. Il posait des questions apparemment innocentes sur sa journée, les personnes avec qui elle avait parlé, et toute conversation ou observation inhabituelle qu'elle aurait pu avoir. Elle comprit qu'il procédait à une dernière évaluation pour déterminer si elle représentait une menace immédiate pour son opération. « Tu sembles distraite ce soir », observa Thomas, sur un ton décontracté, mais avec des yeux alertes. « Tout va bien ?»« Juste fatiguée », répondit Martha, espérant que son anxiété serait attribuée à une fatigue maternelle normale plutôt qu'à la connaissance de ses intentions meurtrières. « Elisabeth était capricieuse aujourd'hui, et je n'ai pas bien dormi dernièrement. Peut-être devrais-tu te reposer tôt ce soir, suggéra Thomas. Je dois vérifier du matériel avant le travail de demain, donc je serai absent quelques heures. Tu pourrais dormir pendant mon absence. » Martha sentit son sang se glacer. Thomas se créait un alibi tout en lui donnant une occasion d'être seule et vulnérable. Si elle suivait son conseil, elle serait endormie et sans défense lorsqu'il reviendrait pour la tuer. La façon décontractée dont il offrait ce conseil, comme s'il se souciait vraiment de son bien-être, démontrait la profondeur de sa tromperie et le caractère calculateur de son mal. « Cela semble être une bonne idée, » dit Martha en se forçant à sourire tandis que son cœur battait de terreur. « Je vais coucher Elisabeth et me reposer un moment. » Thomas acquiesça, rassembla son équipement extérieur et se prépara pour ce que Martha savait être une nuit de meurtre systématique, commençant par sa propre mort. Alors qu'ils se déplaçaient dans leur cabane, elle l'observait avec de nouveaux yeux, voyant au-delà de la façade familière le prédateur qui se cachait dessous. Chaque geste, chaque commentaire décontracté, chaque démonstration d'affection apparente n'était qu'une partie d'une performance élaborée destinée à maintenir sa confiance jusqu'au moment où elle ne serait plus nécessaire. « Je serai de retour avant minuit, » dit Thomas, embrassant le front de Martha avec des lèvres qui seraient bientôt tachées du sang d'innocent. « Dormez bien. » Après le départ de Thomas, Martha attendit exactement 10 minutes pour s'assurer qu'il était vraiment parti avant de mettre en œuvre son plan désespéré pour sauver Copper Ridge. Elle rassembla Elisabeth et les preuves qu'elle avait compilées, puis se dirigea à travers la colonie plongée dans l'obscurité vers la cabane du docteur Fairchild, avançant avec précaution pour ne pas être vue par Thomas ou ses éventuels complices. มีเค Mais alors qu'elle se faufilait entre les bâtiments, Martha entendit des bruits qui lui firent comprendre qu'elle était peut-être déjà trop tard. Depuis la direction de la cabane de Fairchild provenaient des sons incontestables d'une lutte. Un bref cri étouffé suivi du lourd bruit de quelque chose tombant au sol. Martha se pressa contre le mur du bâtiment le plus proche,
serrant Elisabeth contre elle, tandis que son esprit parcourait les implications de ce qu'elle avait entendu. Si Thomas avait déjà atteint Fairchild, si le médecin était déjà mort, alors la première phase de son plan meurtrier était déjà en cours. L'élimination systématique des résidents de Copper Ridge avait commencé, et Martha pourrait être la seule personne capable d'arrêter le massacre. Avançant avec une précaution désespérée, elle s'approcha de la cabane de Fairchild et regarda par une fenêtre donnant sur la pièce principale. Ce qu'elle vit confirmait ses pires craintes et révélait l'ampleur réelle de l'horreur qui allait engloutir leur communauté. Le docteur Fairchild était immobile sur le sol, le sang s'accumulant sous sa tête à cause d'une blessure manifestement mortelle. Mais Thomas n'était pas seul dans la cabane. 3 autres hommes se déplaçaient avec une efficacité pratiquée, cherchant des documents et des objets de valeur, tandis que leur chef examinait le sac médical et les papiers personnels de Fairchild. Martha reconnut 2 hommes comme étant des arrivants récents à Copper Ridge, des mineurs prétendant chercher du travail, mais qui avaient en réalité évalué les défenses et les ressources de la colonie. Le 3e homme était un inconnu, mais son calme et sa familiarité évidente avec Thomas laissaient penser qu'il faisait partie du même groupe criminel. La réalisation frappa Martha comme un coup physique. Thomas n'agissait pas seul. Il faisait partie d'un groupe plus large de criminels professionnels spécialisés dans le pillage et la destruction systématique des colonies frontalières. L'opération Copper Ridge n'était pas un crime isolé commis par un individu perturbé, mais le dernier d'une série d'attaques coordonnées ayant probablement fait des centaines de victimes dans le territoire du Colorado. Mais alors même que Martha tentait de digérer cette révélation, elle perçut un mouvement derrière elle. Une main se posa sur sa bouche, l'empêchant de crier, tandis que des bras puissants la soulevaient du sol. Elle se retrouva face à face avec un autre membre de la bande de Thomas, un homme dont les traits cicatrisés et les yeux froids ne laissaient aucun doute sur sa capacité à commettre des violences. Eh bien, dit l'homme, sa voix trahissant un léger accent que Martha ne put identifier. Regardez ce que nous avons ici. La petite femme partit se promener à minuit avec le bébé. Martha tenta de se débattre, mais la prise de l'homme était trop forte, et sa peur pour la sécurité d'Elisabeth la paralysa. Elle ne put qu'observer impuissante alors qu'il la portait vers la cabane de Fairchild, où Thomas et ses complices achevaient leur macabre travail. Mickey, Thomas leva les yeux alors qu'ils entraient, son expression ne montrant aucune surprise face à la capture de Martha. « Je me demandais quand tu allais passer à l'action, » dit-il, d'un ton conversationnel malgré les circonstances. « Tu m'observes depuis des jours, n'est-ce pas? Tu essayais de deviner ce que je préparais. »« Laisse-nous partir, » murmura Martha, sa voix à peine audible. « S'il te plaît, Thomas, quoi que tu fasses, Elisabeth est innocente. Elle ne mérite pas de souffrir pour tes crimes. » Thomas. L'homme aux cicatrices rit, un son dépourvu de chaleur ou d'humour. Tu crois encore que son nom est Thomas. Madame, vous ne connaissez rien à votre mari. Martha regarda les 2 hommes, la confusion ajoutant une couche supplémentaire à sa terreur. Que voulez-vous dire? Dis-lui, Marcus, dit l'homme aux cicatrices à l'homme que Martha avait connu sous le nom de Thomas. Dis-lui qui tu es vraiment. Elle va de toute façon mourir. Autant qu'elle sache la vérité. L'homme que Martha avait épousé, le père de son enfant, l'étudia avec des yeux qui lui semblaient désormais complètement étrangers. « Je m'appelle Marcus Brennan, » dit-il enfin. « Je viens à l'origine de Boston, même si j'ai vécu sous plus d'identités que je ne peux facilement me souvenir. Je me spécialise dans les opérations sur les colonies frontalières depuis environ 8 ans maintenant. Mais les documents que j'ai trouvés, dit Martha désespérément, l'acte de naissance, la lettre de ma mère. Toutes des forgeries, répondit Marcus. Très bonnes, je l'admets. J'ai un associé talentueux à Denver qui crée tous les documents dont j'ai besoin pour mes opérations. La tragédie de la famille Sinclair était un fait public. Il n'était pas difficile de rechercher les détails et de créer une histoire crédible. Mickey, La façon désinvolte dont il parlait de la fabrication de toutes leurs relations, l'aveu facile que tout ce qu'elle avait cru sur leur amour n'était rien d'autre qu'une fraude élaborée, frappa Martha comme un coup physique. Elle savait intellectuellement que Marcus était un criminel et un tueur. Mais l'entendre rejeter leur mariage comme une simple transaction commerciale fit pleinement comprendre l'étendue de sa monstruosité. « Pourquoi » demanda-t-elle, bien qu'elle ne soit pas sûre de vouloir connaître la réponse. « Pourquoi moi ? Pourquoi m'as-tu choisi spécifiquement ?
Tu étais parfaite pour nos objectifs, expliqua Marcus comme s'il parlait d'un investissement commercial. Une femme seule, suffisamment éduquée pour être respectée dans la communauté, mais suffisamment isolée pour être vulnérable à la manipulation romantique. Ton passé tragique te rendait compatissante envers les autres tout en me fournissant une couverture prête à l'emploi pour mon propre passé supposé. T'épouser m'a donné une crédibilité instantanée et un accès à des informations communautaires qu'il m'aurait autrement fallu des mois pour obtenir. Et Élisabeth? La voix de Martha se brisa en posant la question. Un ajout utile à ma couverture, répondit Marcus sans émotion. Un homme de famille est toujours plus digne de confiance qu'un célibataire, surtout dans les colonies où la stabilité communautaire est valorisée. Élisabeth continuera à remplir ce rôle dans notre prochaine opération. Le calcul froid derrière ces mots, la façon désinvolte dont il parlait d'utiliser leur fille comme accessoire dans de futurs crimes, brisa enfin la paralysie de Martha et la remplit d'une rage qui surpassa sa peur. Ce monstre avait volé sa vie, perverti son amour, et prévoyait maintenant de corrompre son enfant innocent pour ses propres desseins maléfiques. « Tu ne la toucheras pas, » dit Martha, sa voix gagnant en force malgré son désespoir. Mickey, Les circonstances. Je ne te laisserai pas transformer Élisabeth en complice de tes crimes. Marcus sourit, la première expression sincère qu'elle avait vue de lui de toute la soirée. Tu ne seras pas en position de m'arrêter, dit-il. Mais ne t'inquiète pas, Élisabeth sera bien prise en charge. Les enfants sont très adaptables, et elle apprendra à me voir comme son père aimant qui lui offre des aventures excitantes. L'image d'Élisabeth grandissant pour devenir une criminelle, corrompue par l'homme qui avait tué sa mère et détruit sa communauté, était plus que Martha ne pouvait supporter. À ce moment précis, sa peur se transforma en détermination. Quel qu'en soit le prix, quelles que soient les conséquences, elle trouverait un moyen de protéger sa fille et d'empêcher ces monstres de faire d'autres victimes. Mais alors que Martha se préparait à agir de manière désespérée contre ses ravisseurs, le bruit de pas approchant de l'extérieur de la cabane révéla que la situation allait devenir encore plus complexe et dangereuse. Quelqu'un venait. Soit une autre victime marchant sans le savoir dans le piège de Marcus, soit un allié potentiel qui pourrait l'aider à renverser la situation contre les meurtriers. L'identité de la personne approchant déterminerait si la défiance de Martha serait son dernier acte de courage ou le début d'un combat qui pourrait encore sauver Copper Ridge de la destruction. Les pas à l'extérieur. La cabane du docteur Fairchild appartenait au shérif Henry Patterson, le policier territorial qui était arrivé à Copper Ridge ce même soir dans le cadre d'une enquête, que Martha apprendrait plus tard, totalement indépendante. Patterson suivait des rapports de concessions minières frauduleuses à travers le territoire du Colorado, suivant un schéma de crime qui l'avait conduit directement à Marcus Brennan et à ses complices. L'arrivée de Patterson était parfaitement synchronisée, mais entièrement fortuite. Il s'était arrêté à la cabane de Fairchild pour demander des soins médicaux pour son cheval, qui était devenu boiteux pendant le difficile trajet en montagne. La lumière à la fenêtre du docteur avait suggéré que Mickey, Fairchild était éveillé et disponible, ce qui amena Patterson à s'approcher de la cabane au moment exact où Marcus expliquait sa méthodologie criminelle à Martha. L'oreille entraînée du shérif reconnut immédiatement les sons de plusieurs voix et des mouvements qui ne correspondaient pas à une simple consultation médicale. Plutôt que d'annoncer sa présence, Patterson se positionna soigneusement pour pouvoir observer la situation à travers la fenêtre de la cabane, évaluant rapidement la scène et reconnaissant un crime en cours. Ce que Patterson vit confirma ses pires soupçons sur l'organisation criminelle qu'il traquait. Le corps sans vie du docteur Fairchild, le chef évident discutant du pillage systématique des colonies frontalières et la femme terrifiée tenant un nourrisson formaient un tableau clair de la conspiration qu'il enquêtait depuis des mois. Patterson était un policier expérimenté ayant affronté la violence frontalière toute sa carrière, mais il n'avait jamais rencontré des criminels de la sophistication et de la brutalité de Marcus Brennan. Il comprit qu'il faisait face non seulement à un meurtre en cours, mais à une conspiration menaçant la vie de tous les habitants de Copper Ridge. Avançant avec une précision prudente, Patterson se retira suffisamment de la cabane pour éviter d'être détecté, tout en élaborant une stratégie d'intervention. Il était en infériorité numérique et opérait sur un terrain inconnu, mais il possédait deux avantages cruciaux: l'effet de surprise et une connaissance détaillée des méthodes criminelles de Marcus Brennan grâce à ses enquêtes précédentes. Patterson suivait l'organisation Brennan depuis plus d'1 an,
retraçant une série de colonies détruites et de familles assassinées à travers 3 territoires. Il savait que Marcus excellait dans les tromperies élaborées visant à gagner la confiance de la communauté avant de procéder à des opérations de pillage systématiques. Le shérif savait également que les crimes de Brennan culminaient généralement dans des actes spectaculaires de violence pour éliminer les témoins et détruire les preuves. Ce que Patterson ignorait, c'était que Marcus avait déjà placé des explosifs dans tout Copper Ridge, prêts à être déclenchés en séquence coordonnée pour détruire la majorité de la colonie en quelques minutes. L'intervention du shérif devait prendre en compte non seulement la menace immédiate pour les otages dans la cabane de Fairchild, mais aussi la conspiration plus large qui menaçait toute la communauté. À l'intérieur de la cabane, Marcus commençait à perdre patience face au retard causé par l'approche de Patterson. Il avait un calendrier précis à respecter, avec des cibles spécifiques à éliminer avant l'aube. La présence d'un visiteur inconnu menaçait de perturber toute son opération. « Vérifiez dehors », ordonna Marcus à l'un de ses complices. « Découvrez qui est là et occupez-vous d'eux rapidement. Nous ne pouvons pas nous permettre d'autres complications ce soir. » Mickey, L'homme marqué qui avait capturé Martha s'avança vers la porte de la cabane, tirant un pistolet pour enquêter sur le bruit. Mais lorsqu'il atteignit la poignée, Patterson frappa avec la précision et le timing qui faisaient de lui l'un des policiers les plus efficaces du territoire du Colorado. Son premier tir brisa la fenêtre et atteignit l'homme marqué à l'épaule, le faisant tournoyer et créant la diversion nécessaire pour que Patterson puisse entrer dans la pièce. Son second tir visait Marcus, mais le chef criminel s'était déjà placé derrière Martha, utilisant elle et Elizabeth comme bouclier humain tout en dégainant son arme. « Lâche ton arme, shérif », dit Marcus, d'une voix calme malgré le chaos ambiant. « À moins que tu veuilles expliquer aux grands-parents de ce bébé comment tes exploits l'ont tué. » Patterson se retrouva dans le scénario cauchemardesque que tout policier redoute. Une impasse où des vies innocentes étaient en jeu et où toute action pouvait provoquer une tragédie. Mais son expérience avec l'organisation Brennan lui avait appris que la négociation était vaine. Ces criminels tueraient leurs otages. Que Patterson se rende ou non, et retarder l'action ne ferait que leur offrir plus d'occasions de s'échapper ou de mettre en œuvre leur plan. « Je sais qui tu es, Brennan », dit Patterson, maintenant son arme sur le criminel malgré l'angle de tir impossible. « Je traque ton organisation à travers 3 territoires. Je connais les colonies que tu as détruites, les familles que tu as assassinées. Tout cela se termine ce soir, n'est-ce pas ?» Marcus répondit en pressant son pistolet contre la tempe de Martha. « Parce que de là où je me tiens, on dirait que c'est toi qui es piégé. Mes associés ont placé des charges dans toute la colonie. Un mot de ma part et cette montagne entière s'abattra sur tout le monde. » La menace n'était pas vaine. Patterson pouvait lire la confiance dans les yeux de Marcus, l'assurance de quelqu'un disposant de multiples avantages dans un jeu complexe de vie ou de mort. Le shérif comprit que neutraliser la menace immédiate dans la cabane serait inutile si les complices de Marcus réussissaient à déclencher les explosifs qui tueraient des centaines d'innocents. Mais Martha, qui avait écouté l'échange tout en calculant ses propres options désespérées, prit soudain la parole avec une information qui changea toute la dynamique de la confrontation. « Les explosifs sont dans sa cabane », dit-elle, la voix ferme malgré le pistolet contre sa tête. « Sous notre lit, enveloppés dans du tissu huilé. Il les y stocke depuis des semaines. » L'expression de Marcus vacilla entre surprise et colère. Il ne s'attendait pas à ce que Martha possède des connaissances précises sur ses préparatifs, et sa révélation venait de fournir à Patterson des informations cruciales sur l'emplacement de la menace principale. « Tu as été occupée, n'est-ce pas, chère épouse ?» dit Marcus, d'un ton chargé de menaces nouvelles. « J'ai sous-estimé ta curiosité. C'était une erreur que je ne referai pas. » Mickey, L'homme marqué qui avait capturé Martha s'avança vers la porte de la cabane, tirant un pistolet pour enquêter sur le bruit. Mais lorsqu'il atteignit la poignée, Patterson frappa avec la précision et le timing qui faisaient de lui l'un des policiers les plus efficaces du territoire du Colorado. Son premier tir brisa la fenêtre et atteignit l'homme marqué à l'épaule, le faisant tournoyer et créant la diversion nécessaire pour que Patterson puisse entrer dans la pièce. Son second tir visait Marcus, mais le chef criminel s'était déjà placé derrière Martha, utilisant elle et Elizabeth comme bouclier humain tout en dégainant son arme. « Lâche ton arme, shérif », dit Marcus, d'une voix calme malgré le chaos ambiant. « À moins que tu veuilles expliquer aux grands-parents de ce bébé comment tes exploits l'ont tué. »
Patterson se retrouva dans le scénario cauchemardesque que tout policier redoute. Une impasse où des vies innocentes étaient en jeu et où toute action pouvait provoquer une tragédie. Mais son expérience avec l'organisation Brennan lui avait appris que la négociation était vaine. Ces criminels tueraient leurs otages. Que Patterson se rende ou non, et retarder l'action ne ferait que leur offrir plus d'occasions de s'échapper ou de mettre en œuvre leur plan. « Je sais qui tu es, Brennan », dit Patterson, maintenant son arme sur le criminel malgré l'angle de tir impossible. « Je traque ton organisation à travers 3 territoires. Je connais les colonies que tu as détruites, les familles que tu as assassinées. Tout cela se termine ce soir, n'est-ce pas ?» Marcus répondit en pressant son pistolet contre la tempe de Martha. « Parce que de là où je me tiens, on dirait que c'est toi qui es piégé. Mes associés ont placé des charges dans toute la colonie. Un mot de ma part et cette montagne entière s'abattra sur tout le monde. » La menace n'était pas vaine. Patterson pouvait lire la confiance dans les yeux de Marcus, l'assurance de quelqu'un disposant de multiples avantages dans un jeu complexe de vie ou de mort. Le shérif comprit que neutraliser la menace immédiate dans la cabane serait inutile si les complices de Marcus réussissaient à déclencher les explosifs qui tueraient des centaines d'innocents. Mais Martha, qui avait écouté l'échange tout en calculant ses propres options désespérées, prit soudain la parole avec une information qui changea toute la dynamique de la confrontation. « Les explosifs sont dans sa cabane », dit-elle, la voix ferme malgré le pistolet contre sa tête. « Sous notre lit, enveloppés dans du tissu huilé. Il les y stocke depuis des semaines. » L'expression de Marcus vacilla entre surprise et colère. Il ne s'attendait pas à ce que Martha possède des connaissances précises sur ses préparatifs, et sa révélation venait de fournir à Patterson des informations cruciales sur l'emplacement de la menace principale. « Tu as été occupée, n'est-ce pas, chère épouse ?» dit Marcus, d'un ton chargé de menaces nouvelles. « J'ai sous-estimé ta curiosité. C'était une erreur que je ne referai pas. » Mickey, Une détermination qui surprit même Patterson. « Je sais où ils sont positionnés. Je connais leur routine. Nous pouvons les arrêter si nous agissons rapidement et avec précaution. » Patterson observa Martha avec un respect renouvelé. Cette femme avait vécu pendant des mois avec un tueur professionnel sans perdre son courage ni son sens moral. Elle avait risqué sa vie pour révéler les crimes de Marcus et sauver sa communauté. Si quelqu'un pouvait l'aider à arrêter les conspirateurs restants, ce serait quelqu'un possédant sa combinaison d'intelligence, de détermination et de connaissance intime des plans de l'ennemi. « Dis-moi ce que tu sais », dit Patterson en commençant à recharger son arme tout en gardant un œil attentif sur les prisonniers survivants. Chaque détail pouvait faire la différence entre le succès et la catastrophe. La réponse de Martha révéla la profondeur de son observation et l'attention minutieuse qu'elle avait portée aux préparatifs de Marcus au cours des semaines précédentes. Elle avait non seulement identifié les emplacements des complices, mais avait aussi noté leurs patrouilles, leurs itinéraires d'évasion préférés et le rôle précis de chaque homme dans la conspiration globale. En travaillant ensemble, Martha et Patterson élaborèrent un plan qui pourrait leur permettre de prévenir le massacre malgré le temps et les ressources limitées. C'était une stratégie désespérée nécessitant un timing précis et une chance considérable. Mais c'était leur seule chance de sauver Copper Ridge de la destruction. Alors qu'ils se préparaient à mettre leur plan en œuvre, ni Martha ni Patterson n'auraient pu prévoir que la vérité sur l'identité de Marcus Brennan serait encore plus choquante que tout ce qu'ils avaient déjà découvert, ni que l'ampleur de son organisation criminelle dépasserait tout ce qu'ils avaient imaginé. La confrontation finale avec les complices de Marcus révélerait des liens avec la politique territoriale et les intérêts commerciaux, transformant un crime local en preuve de corruption atteignant les plus hauts niveaux du gouvernement du Colorado. Et le courage de Martha pour dénoncer ces crimes mènerait finalement à des enquêtes qui sauveraient des dizaines d'autres colonies de destins similaires. Mais à cet instant, alors que minuit approchait et que des explosifs étaient prêts à faucher des vies innocentes, Martha et Patterson se concentrèrent sur la tâche immédiate. Arrêter le massacre et garantir que la justice rattraperait enfin l'une des organisations criminelles les plus dangereuses de la frontière américaine. Les 30 prochaines minutes détermineraient si Copper Ridge survivrait pour voir un autre jour et si la fille de Martha grandirait dans un monde où le courage et la détermination peuvent encore triompher du mal et de la corruption. Leur course désespérée contre la montre commença à 23h30. Avec moins de 30 minutes pour localiser et arrêter des tueurs professionnels qui planifiaient leur attaque depuis des mois, les chances étaient contre eux,
Mais Martha avait déjà prouvé que parfois la détermination et le courage moral pouvaient surmonter des circonstances apparemment impossibles. มีเค Le dernier chapitre de la conspiration de Copper Ridge allait se dérouler, et sa résolution déterminerait non seulement le sort d'une petite colonie minière, mais aussi l'avenir des efforts des forces de l'ordre à travers le territoire du Colorado. La décision de Martha de tout risquer pour sa communauté allait porter ses fruits bien au-delà de ce qu'elle avait pu imaginer. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé? Laissez votre commentaire ci-dessous. Si vous avez apprécié ce récit et souhaitez d'autres histoires d'horreur comme celle-ci, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez-le avec quelqu'un qui aime les mystères. La vérité sur l'organisation de Marcus Brennan a conduit à l'une des plus grandes enquêtes criminelles de l'histoire territoriale, prouvant que même dans les coins les plus reculés de la frontière, la justice peut encore prévaloir lorsque des gens ordinaires trouvent le courage de lutter contre un mal extraordinaire. À la prochaine vidéo.